Bonjour, bonjour Lisiane. Bonjour Mathia, Comment vas-tu ce matin? ça va très bien, malgré le froid. Malgré le froid canadien, malgré le froid ici à Québec, on a des auditeurs qui nous suivent de l'Afrique, de l'Europe. Donc, on va aussi leur faire un petit coucou. Salut, bonjour, bonsoir de d'où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, qui nous concerne tous, c'est la diversification des sources de revenus en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai sur mon plateau une entrepreneur qui n'est plus à présenter, une femme d'impact et une femme inspirante qui a déjà à son compteur plus de 10 ans en affaires, qui fait beaucoup de choses que je vais laisser se présenter. Lisiane, je vais te laisser te présenter sans spoiler, parce qu'on va garder les pépites quand même au fur et à mesure, parce qu'on veut te découvrir. Merci Mathia. D'abord, merci pour l'invitation. Alors, je me présente, Lisiane Randria, je suis d'origine malgache, établie au Canada depuis 25 ans et je suis en affaires depuis 15 ans. Cette année, je célèbre mes 15 années d'opération. Je suis avant tout en fait formée dans le domaine de l'administration. Donc j'ai un bachelor, comme on dit ici, un bachelor en administration et j'ai fait une maîtrise en entrepreneuriat. Et tout cela m'a conduit en fait à travailler en cabinet. J'ai débuté ma carrière dans les cabinets d'études à Madagascar. Avant d'arriver, j'ai fait un petit détour par la France et j'ai atterri en fait au Québec. Et ici, en fait, j'ai travaillé longtemps aussi dans le domaine du financement, le domaine du démarrage d'entreprise. J'ai occupé plusieurs postes en tant que salarié. J'ai été analyste de projet, conseillère aux entreprises, conseillère en entrepreneuriat. J'ai donné des formations. J'ai même conçu aussi des formations en démarrage d'entreprise. J'ai été mentor. Bref, j'ai fait comme le tour un peu des postes dans l'écosystème entrepreneurial. Et cela m'a amené un jour à me dire, bon, on accompagne des entrepreneurs, mais il faut bien qu'on le vive, le stress entrepreneurial, le désarroi entrepreneurial, les joies aussi de l'entrepreneuriat. Donc, je suis partie en affaires il y a 15 ans. J'ai démarré un cabinet que j'ai positionné directement au niveau de la francophonie. Alors, vraiment un cabinet spécialisé en entrepreneuriat et en intrapreneuriat. On couvre le Québec et l'Afrique francophone et nous avons un point de service à Madagascar. Ça a été donc la première. Bon, après, il y a eu des enfants et des petits-enfants qu'on parlera plus tard. Mais pour vous dire, donc, aujourd'hui, on opère dans le domaine du service conseil, on opère au niveau du recrutement international, on opère au niveau de la mobilité internationale, on opère au niveau de la formation continue. Et on a aussi un centre de team building aussi et de loisirs. Et un OBNL, donc c'est le bras social de nos entreprises, qui est un organisme à but non lucratif œuvrant pour le renforcement de capacité des jeunes afro-descendants. Voilà. Waouh! C'est tellement inspirant et j'ai juste envie que tu continues à présenter tout ce que tu fais parce que tu fais énormément. Tu inspires, en tout cas, les jeunes entrepreneurs comme moi. Et c'est même pour ça que ce matin, je tenais à te parler. Écoute, Lisiane, bravo pour ton parcours. Vraiment, c'est encourageant et c'est motivant. Mais je pense que tu ne l'as pas fait sans défi, sans difficulté. Donc, sans aller dans le détail, j'aimerais que tu nous dises là, quels ont été les défis? C'est-à-dire, disons la première année par exemple, quelles ont été les choses qui ont failli te faire fuir? Mais Mathia, les défis là, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Wow. En entrepreneuriat, en affaires, chaque jour tu te lèves avec des problèmes à résoudre. Donc ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Ça fait partie de la game, comme on dit. Mais je te dirais, au tout début,
pense que le premier grand défi, c'est toujours le fameux syndrome de l'imposteur. Ce sentiment, cette petite voix qui te dit, mais qui es-tu pour vouloir démarrer un cabinet? Et d'ailleurs, même j'ai été intimidée la première journée où j'ai lancé la mise en ligne de mon site internet. Je me souviens encore, j'ai eu un appel de quelqu'un de la rive sud. Ah, on vient de voir votre site. Est-ce que vous savez que nous, on fait la même chose? Il n'y a plus de place pour ce genre de... Je comprenais pas. Mais je venais juste, c'était la première journée que je lançais mon affaire. Et puis, aussi, les gens autour de moi n'étaient pas nécessairement positifs. Un cabinet en entrepreneuriat qui veut aller... J'avais, moi, des grands rêves. Je vais aider l'Afrique à se développer, à aider des femmes entrepreneurs. J'avais tout ça en tête. Et même, j'ai dit, je veux aussi aider les municipalités à développer leur stratégie entrepreneuriale. Et les gens me disent, ouais, mais ça n'existe pas. Pourquoi tu feras ça? Tu penses qu'on va vraiment... Bref, déjà, dans ta tête, tu as la petite voix. Et puis, à cela, maintenant, s'ajoute le radotage des gens autour de toi qui disent tu prends des risques, tu fais ceci. Bref, alors le premier combat, ça a été de dépasser cette insécurité. Et je te dis, hein, ça a duré quand même plusieurs années. Le syndrome, et je pense que ça, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre souvent auprès des femmes entrepreneurs. Ce souci de vouloir exceller qui fait en sorte que des fois, finalement, on se dit, est-ce que je suis pas en train d'escroquer le monde en faisant ce que je fais, tu sais? Je te dirais, ça, c'est mon premier gros défi. Wow. Écoute, je me retrouve tellement dans ce que tu dis parce que c'est une réalité. Moi, je n'ai même pas... Parce que moi, mon parcours a été d'abord entrepreneur salarié avant d'être salarié à temps plein aujourd'hui. Et j'avoue, ce syndrome de l'imposteur a fait que parce que j'ai commencé par le e-commerce, là, moi, j'ai commencé vraiment par les produits tout de suite, le plus facile. Et ce syndrome de l'imposteur a fait que je cassais les prix et je cherchais juste à avoir un petit bénéfice. Juste. C'est vrai que ça me permettait d'écouler mon stock. Je prenais pas tant de produits, mais le peu que je prenais, ça partait. Ça m'encourageait, ça me donnait le goût de continuer, mais j'aurais pu faire mieux. J'étais le genre à ne même pas chercher à avoir 10% de bénéfices. Et imagine là, tu es en affaires, tu investis ton temps, ton énergie, tu discutes, tu vas chercher des clients et tu fais même pas 10% de bénéfices. Juste parce que tu as peur de ne pas avoir des clients. Et je me bats encore avec aujourd'hui, là, après 4 ans, après 5 ans, c'est tellement la réalité de la vie entrepreneuriale. Et j'aimerais savoir comment tu fais pour surmonter ce syndrome-là. Comment... Écoute, je sais, j'ai fait tout un live là-dessus. En fait, ça vient de ce petit déficit de confiance en soi. Souvent, quand une femme décide de partir en affaires, elle a beaucoup de bagages en arrière. Mais c'est comme si on a de la difficulté à accepter que nous avons accompli cela. Moi, ce que j'ai fait, premièrement, d'abord, c'est investir sur soi. Souvent, on est pris aussi de court par notre quotidien. On est comme dans une confusion, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va. Le premier exercice que j'ai fait, c'est vraiment de faire le point sur qui je suis, mon identité, qu'est-ce que je veux, ma raison d'être, en fait, tous les fondements là qu'il faut asseoir. Deuxièmement, j'ai pris du temps pour écrire la liste de tous les accomplissements. Depuis la fin du baccalauréat francophone, là, on a tellement fait des choses. Alors j'ai listé, j'ai fait ceci, j'ai impacté ceci, j'ai fait ceci, voici. Et puis après, je me suis relue.
Et j'ai été comme toi au tout départ aussi, tu sais, casser les prix parce que tu penses qu'il faut que les gens essayent tes affaires. On est tous passés par là. Et à un moment donné, quand j'ai fini mon exercice de liste de réalisation et d'accomplissement, je dis non, je ne peux plus valoir 70 $, ou je ne peux plus valoir, non. Alors c'est là que j'ai assumé. Pour moi, ça a été un processus, je pense, ça a duré peut-être 3 4 ans. Ok. Vraiment accepter maintenant que c'est mon prix et que quand les gens ils viennent négocier, moi je préfère négocier un étalement de paiement que de descendre ma valeur. Alors c'est la stratégie que j'ai adoptée et moi j'explique à mes clients, écoutez, c'est un processus de 3 ans. En tant que femme entrepreneur, alors j'aimerais que vous me respectez dans cette valeur que je me suis donnée, parce que c'est un processus qui est douloureux, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Wow. Ok, donc tu échelonnes les paiements, tu leur permets de continuer à payer même si le service est fini, si je comprends bien. Oui, exact. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on descende les prix, parce que pour moi, descendre mon prix, c'est comme si ça veut dire que c'est ma valeur. Complètement. Alors, je leur explique tout simplement qu'écoutez, voici mon prix et je leur explique par rapport au marché. Parce que qu'on le veuille ou non, sur le marché, on a déjà un prix qui est légèrement en bas. Les gros cabinets qui font exactement le même travail, ils chargent quasiment 1,6 fois ou 1,7 fois ton tarif. Toi, tu y vas déjà à un prix qui est quand même correct, mais là, on veut vraiment te casser. Non. Alors, soit c'est ça, soit il faut qu'ils cherchent d'autres fournisseurs de services. Ça veut dire en fait que dans ton processus d'intégration de ton marché, tu as pris le temps d'étudier ton marché. Tu as pris le temps de connaître jusqu'au prix de tes concurrents. Ça, c'est souvent quelque chose que, écoute, beaucoup de gens négligent, dont moi, hein, je l'avoue. Et dernièrement, j'avais fait un post justement concernant la veille concurrentielle. Et j'ai quelqu'un qui a commenté sous le post, si déjà j'ai un concurrent, ça veut dire que pour elle, elle n'a pas de concurrent. Ça ne m'a pas choquée parce que beaucoup pensent qu'ils sont les seuls à avoir une idée, alors que la même idée est passée dans la tête de centaines de personnes avant et après elle. Et certains ne sont juste pas allés au bout de leur idée, mais beaucoup ont déjà eu cette même idée. Et écoute, merci pour ce point que tu touches encore parce que, écoute, j'en apprends des choses et ça me confirme des démarches que j'ai commencé à faire parce que comme tu le sais, on veut aller chercher des clients, surtout quand on est seul en affaires, on n'a pas d'autres sources de revenus, on veut aller chercher des clients et on casse parfois ces valeurs, on casse. Parfois même, on se vend moins cher et c'est dommage. Moi, je n'encourage pas ça, même si moi-même j'ai fait cette erreur. Et heureusement que je parle de temps en temps avec des gens comme toi, Lisiane. Merci de faire tout ce que tu fais. J'aimerais te demander, c'est quoi la garantie que tu avais quand tu échelonnais les paiements après le service? C'était quoi ta garantie que le client continuerait à payer? Parce que le gros défi aujourd'hui, moi, souvent, je fais payer avant le service parce que je me suis rendu compte qu'un client que tu laisses payer après le service, il y a un gros risque qu'il ne te paye pas. C'est quoi la garantie que tu prends? Écoute, c'est de choisir ses clients. Mais moi, je privilégie beaucoup les liens de confiance et le gros de ma clientèle, c'est du référencement. Okay. Des gens qui ont été satisfaits, qui vont référer, satisfaits, qui vont référer. Alors, quand tu te fais référer, tu portes le nom de la personne qui t'a référé. Exact. Et aussi, comment je dirais ça? J'ai toujours une première séance gratuite où c'est là que je jauge si vraiment je suis la solution pour la personne et c'est là que j'essaie d'instaurer le climat de confiance. Ok. Oui.
Donc, c'est pas tout le monde qui prend aussi l'échelonnement de paiement. Il y en a qui veulent en finir vite. Il y en a qui ont ce genre de comportement. Mais moi, c'est surtout pour les clients qui vont négocier beaucoup. C'est à ceux-là que je propose l'étalement de paiement. Donc, c'est pas systématique. J'ai déjà un format de base de règlement de facture, mais c'est quand ils négocient que moi, je sais déjà dans mon arrière-pensée que, OK, voici la limite que je pourrais pas dépasser et voici ce que je peux lui accorder. OK. Et quand tu parles d'échelonnement, par exemple, admettons une facture de, je sais pas, 20 000 $, tu l'échelonnes à combien de paiements, par exemple? Moi, c'est maximum 6. Maximum 6 paiements. Et ton service, c'est maximum combien de temps? Juste pour savoir le nombre de temps après le service. Ça dépend. Ça dépend OK. parce que on a tout un éventail de services. Hein. Donc ça dépend. Bon, on a des services ça peut être comme là, tout à l'heure, j'avais une consultation de 1 heure. Tu sais, ça c'est du tac au tac. Tout comme on a justement des plannings stratégiques ou des plans d'affaires qui vont coûter et durer plus longtemps. Ça, c'est une autre affaire aussi. Ben oui, clairement. Wow. Aujourd'hui, là, c'est une masterclass en mode émission héroïne en affaires. C'est super comme ça, on les aime. Écoute, j'aimerais que tu me parles un peu d'un projet, d'un client qui t'a cassé un peu les pieds. On va aller chercher les pires là. Et comment t'as fait pour le servir, pour t'en sortir avec son projet? Wow. Il y a des choses que je peux pas dire ici. Je sais. Mais j'ai déjà été, justement avec l'affaire de l'étalement de paiement, je me suis déjà fait avoir par un client où j'ai perdu, je pense, 15 ou 16 000 $. Ça fait il y a plusieurs années. Mais bon, moi, je l'ai banni tout simplement de mon répertoire de clients. Mais maintenant, je te dirais, hein, actuellement, j'ai pas trop de problèmes avec les clients parce que c'est plate à dire, mais on est capable de les détecter d'avance maintenant. Alors, je choisis les clients avec qui je veux travailler. Il y a des gens vraiment, des fois, ils peuvent me contacter, mais je vais m'échapper parce que je sais que c'est pas nécessairement le profil de client qui fit avec moi. Si ce sont des personnes qui sont prêtes à s'ouvrir, le constat que je fais, je pense que je vais te répondre de manière un peu plus indirecte. Oui. Tu sais, il y a des catégories de personnes qui opèrent avec une mentalité de plus de croissance, avec plus de souplesse, qui voient loin, mais qui sont peut-être coincés quelque part. Ça, c'est autre. Ça, c'est une chose. Il y a ceux qui vont toujours essayer de te rabaisser. Ils vont arriver, ils vont te dire, bon, je veux un plan d'affaires. OK. Quand tu donnes ton prix, il dit, ah, mais écoute, dans là-bas, là, moi, je vois quelqu'un qui peut le faire à la moitié de ce prix-là. Ils te disent carrément ça. Alors, moi, je leur dis, oui, tu peux, ben, vas-y alors, va là-bas, comme il coûte moins cher, mais moi, c'est ce que je vaux. Et puis, cette personne-là était tellement traumatisée par ma réponse. Et elle m'a accusé que depuis quand des entrepreneurs refusent de l'argent. Parce qu'elle avait déjà le cash dans ses mains. Donc, elle m'a dit, ça, je te donne là. Je dis non, je ne prends pas. Si tu veux quelqu'un qui coûte moins cher, va tout simplement faire affaire avec l'autre personne. Et après, elle me dit, ouais, mais vraiment, depuis quand quelqu'un refuse de l'argent comme ça? Toi, Lisiane, tu oses refuser de l'argent. Je lui ai dit, c'est pas que je refuse de l'argent, mais je refuse d'être payé en bas de la valeur sur laquelle j'ai déjà travaillé 3 ans pour l'accepter. C'est un travail que j'ai fait sur moi et ce n'est pas avec un client que je vais détruire ça.
Tu sais, ça paraît peut-être débile, mais en tout cas, moi, je le vivais un peu comme ça. Et cette personne-là est partie. Et le lendemain, elle m'écrit plutôt, elle m'écrit pour dire que non, finalement, elle a changé d'avis, c'est avec moi qu'elle veut faire affaire et qu'elle va payer le prix. Bref, en tout cas, Wow. Ouais. on peut tomber sur différents types de personnalités, mais Ouais. quand quelqu'un qui me pose la question sur mes tarifs et qui dit que non, c'est trop cher, c'est sûr, c'est pas mon client. Parce que je sais que par rapport au marché, je ne suis pas, j'ai même pas à côté les autres sur le marché. Mais si on veut encore me descendre en bas de ce que c'est vraiment un prix équitable selon ma perception et selon les 25 ans qui sont en arrière de moi d'expérience et tout ça, ça se capitalise. Oui, clairement. Oui. Clairement. Et tu le dis si bien là, à un moment donné, il faut juste connaître sa valeur et imposer sa valeur aussi parce que, écoute, moi aussi j'ai fait ces erreurs là que je ne ferai plus. On en a même parlé, je t'en ai parlé d'une là, une des pires, à ne plus faire en fait. À ne plus faire ça, c'est un sacrifice. Mais je suis d'accord avec toi, on est capable de changer les croyances de nos clients, on est capable d'amener les clients à reconnaître ce qu'on vaut, à nous donner ce qu'il faut parce qu'ils ont besoin d'un service. En fait, le point, c'est que certains pensent que l'entrepreneur est là pour travailler pour quelqu'un ou que le client est là pour juste donner son argent et tout. Mais on est au service, on vend un service, c'est du donnant-donnant. Tu payes un service, je te donne mon temps, je te donne mon savoir et tu payes pour ce savoir. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu l'as pas, tu viens payer pour. Et c'est ce travail qui parfois manque chez certains entrepreneurs qui font qu'on les voit continuer à brader. Moi, j'ai vu des gens même aller jusqu'à organiser des événements gratuits, alors que ces événements sont organisés ailleurs, payants et très chers. Et quand tu vois ça, non seulement ça... Moi, ça me décourageait au début, mais après, j'ai dit, ouais, c'est normal. Elle veut la foule, la personne veut la foule. Moi, ma stratégie, c'est pas la foule, c'est peut-être 20 personnes maximum, parmi lesquelles je suis capable de détecter les gens avec qui je suis prêt à collaborer et tout. Donc, je suis consciente et merci de le confirmer aussi, cet élément qui est qui nous tourne autour des clients qui parfois veulent brider notre positionnement, notre valeur. Et pour ça, on va tomber justement sur une question que j'aime bien poser. Si c'était à refaire, Lisiane, est-ce que tu ferais encore ce même choix dans le milieu entrepreneurial, ce domaine, ces activités ou cette spécialité aujourd'hui, ce cabinet qui a créé d'autres? Tu ferais le même choix et pourquoi? Bien sûr, je referais la même chose. Je l'aurais peut-être démarré plus tôt. Oui, mais c'est parce que c'est ça rejoint en plein ma mission de vie. Ça rejoint ma passion. Ça rejoint ma compétence essentielle. Parce que je ne travaille qu'avec une seule compétence dans tout ce que je fais. Et ça, je l'ai découvert quand j'étais à l'université. Je travaillais pour mes profs qui avaient des mandats un peu à gauche, à droite. Et puis, ils me sous-traitaient en fait les rédactions de rapports, les réflexions, les analyses et tout ça. Et puis, à chaque fois, c'était « Waouh, c'est toi qui as fait ça. T'es sûr que tu t'es pas fait aider? Non, c'est moi. » Wow. Et c'est là en fait que j'ai découvert mon talent. Mon talent, c'est de mettre de l'ordre dans la confusion. Les gens qui sont confus, des gens des fois ils sont embrouillés, ils savent plus par quoi commencer, tout ça. Et je me découvrais toujours à discuter avec des gens qui avaient ce défi-là et qui après c'était comme ouais c'est clair là, ah je sais je commence. Alors c'est avec ce seul talent-là que j'ai démarré. Et puis quand je travaillais en cabinet, j'étais toujours très bien positionné. J'avais toujours des wow des clients. Et même ici,
dans mes dossiers, les banquiers disent, waouh, madame, vos dossiers, là, on n'a plus de questions, on le lit, tout est là, t'es clair, simple, limpide. C'est ce pragmatisme-là, ordonné, qui fait vraiment ma force. Et donc, oui, si c'était à refaire, je le ferais vraiment sans équivoque. Mais je n'aurais pas passé 3 ans à encore douter de moi. Mais tu sais, le doute sur moi aussi, ça a été accentué par la réaction au niveau ici de la conjoncture ici au Québec, hein, parce qu'on te fait comprendre, tu viens d'ailleurs, puis tu veux venir nous aider à démarrer des entreprises, c'est quoi cette affaire-là, etc. Des fois, j'arrivais même, parce que j'ai enseigné longtemps dans les cours de lancement d'entreprise, puis t'arrives, là, ils te regardent tous intrigués, ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'elle va nous enseigner? Et souvent, c'est à la fin des groupes que on fait vraiment un mea culpa, Lisiane. On avait des préjugés au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va venir nous enseigner celle-là? Mais vraiment, chapeau, ce fut excellent, ce fut... Alors, c'est là que tu vois que les gens ont toujours des doutes. Et même au démarrage, et tout ça, en fait, ça joue. Ça dit, tu as déjà ta petite voix intérieure, après, tu as les gens de l'extérieur, après ça, tu as les gens, même aussi, professionnellement, avec qui tu interagis, qui ont des doutes. Mais après un certain temps, et puis quand ils vont à ton nom bizarre, le nom bizarre, ok, comment elle peut vous accompagner en entrepreneuriat. Bref, tout ça mélangé. Mais maintenant, c'est allé au-delà de tout ça. Et je te dirais aussi, je fais un petit détour, même si c'est pas une question que tu as posée, mais c'est l'ensemble de tout ça qui a fait en sorte que ça m'a propulsé vers l'ambition internationale. Parce que souvent, même quand tu démarres, tu dis, OK, tu fais un ancrage local, tu développes ton marché, tu te fais un réseau local et tout. J'ai dit, ben non. Alors, si je vais pas me limiter, alors je vais directement attaquer l'international tout en attaquant le local. Ça a été la meilleure stratégie, je pense. Et si c'était à refaire, je le referais encore plus rapidement. Wow. Mais j'ai envie de te dire, faut être carré, comme tu dis, pour attaquer comme ça, parce que quand tu démarres, aujourd'hui, tu as des équipes, mais au démarrage, tu étais seul, j'imagine. Oui, j'étais seul. Et pour constituer ton équipe, ça t'a pris au moins, enfin, justement, ça t'a pris combien de temps pour avoir une équipe minimale? Écoute, mon équipe de travail, ça fait 6 ans maintenant. J'ai été longtemps seule. Wow. Après ça, justement, quand j'ai décidé d'attaquer l'international, je me suis mis ensemble avec ma sœur. Et on a tout fait, toutes les deux, seules. Et à un moment donné, on s'est dit, si on veut grandir, on ne peut plus être seul. Donc, c'est là qu'on a grandi, formé. La formation a été le plus gros défi parce qu'il fallait former nos employés à notre culture de travail. Après 9 ans de travail. Wow. Oui, exact. Wow. Seul je pense pas que je vais rester seule pendant 9 ans. Toi, tu conseillerais quoi à un entrepreneur, justement, qui veut se lancer en affaires, peu importe le domaine, que ce soit le coaching, peu importe, mais qui a une vision, justement, long terme, expansion, croissance. Tu lui donnerais quoi comme conseil en termes d'étape de croissance, en termes de... C'est quoi qui qualifie la nécessité, par exemple, d'avoir une équipe, la nécessité de rêver l'international? C'est quoi le go? En fait, la première étape, d'abord, il faut que ton architecture de business soit claire. Moi, la raison pour laquelle j'ai une équipe de travail, c'est parce que mon modèle d'affaires fonctionne de manière à ce que j'ai une équipe transversale qui soutient les différentes activités. Oui. Donc, tout le monde dans mon équipe a toujours un rôle selon si on est en mobilité, si on est en recrutement ou si on est en team building, etc. Ça change.
Mais ça, on ne peut pas le faire si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu t'en vas et qu'est-ce que tu veux faire d'abord. Parce que je te dirais que 9 ans toute seule, parce que j'étais en cabinet. Ma diversification, je l'ai accélérée il y a 6 ans. C'est pour ça que j'avais besoin d'une équipe rapidement. Oui. Donc, mais si, mettons, c'est quelqu'un qui fait juste du coaching, peut-être 1 ou 2 personnes suffisent pour la soutenir. Mais il faut imaginer déjà, OK, où je veux m'en aller, quelle nouvelle activité je vais développer, quelle est la mission de cette structure-là, quelles ressources j'ai besoin pour le déployer, etc. Puis tout dessiner d'avance, c'est très facile. Tu sais, moi ce que je fais aujourd'hui, je l'ai dessiné il y a 15 ans. C'est-à-dire, même si je suis restée seule 9 ans, j'avais déjà dessiné, je voulais déjà, c'est quoi les services que je voulais, etc. J'avais déjà dans ma tête, et il y en a parmi ceux que j'ai listés, c'est l'année dernière que je l'ai réalisé. Mais je l'avais déjà écrit il y a 15 ans. Donc, je dirais la première étape, c'est de savoir ce que l'on veut déployer. Maintenant, ça prend combien de temps? Tu le planifies, puis tu l'ajustes au fur et à mesure du temps. Wow. Et mon Dieu, tu me parles, là, Lisiane, tu me parles tellement. Et on est arrivé à la fin, c'est une émission de 30 minutes maximum. Donc, mon avant-dernière question, c'est justement, quel conseil donnerais-tu à une femme qui doute de ses talents, qui doute justement de cette mission qu'elle a reconnue quand même avoir, d'aller servir d'autres? Quel serait ton conseil pour cette femme-là? Conseil numéro 1, il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de talent. Si cet appel à aider les autres, à coacher les autres, à conseiller les autres, cet appel-là brûle en toi, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Maintenant, il faut identifier en quoi tu te différencies. Qu'est-ce qui fait ta force? Est-ce que c'est l'écoute? Est-ce que c'est ta créativité? Est-ce que, comme moi, je disais tout à l'heure, moi, c'est de mettre de l'ordre dans la confusion. C'est avec cette force-là. Mais si tu es dans l'aide à la personne ou le soutien à la personne, il faut que tu saches en quoi tu es une solution pour les autres. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de métier-là. Il faut être capable vraiment de se distinguer. Puis, deuxième conseil, c'est d'accélérer la digitalisation. Parce que la mise à l'échelle peut prendre du temps. Si on veut en faire un business qui rapporte de l'argent et qui peut soutenir des projets futurs, il faut être capable de multiplier en fait les revenus. Et quand on est seul, moi c'était un peu mon défaut, quand tu es seul, tu as 40 heures à vendre en temps. Ça veut dire que tu plafonnes à 40 heures. Tandis que quand tu digitalises, tu n'es plus à 40 heures. Tu es en train de multiplier tes opportunités de faire plus de revenus. Donc, ne négligez pas la digitalisation. Wow. Wow. Le dernier alors, s'il y en a? Un dernier conseil encore? Le dernier conseil, c'est de se développer. C'est vraiment de se développer personnellement, prendre du temps de faire de la lecture, prendre du temps de s'éduquer. Moi, je travaille beaucoup avec les 7 compétences d'Anne Locke. Les gens vont me dire, moi, j'aime beaucoup son approche. Je ne sais pas si tu connais Dan Locke, Mathia? Non, je vais être honnête. J'en ai beaucoup écouté, mais pas Dan Locke, que je vais aller chercher.
Justement, Danlok, c'est parce qu'il n'est pas le plus important ou plus. En fait, c'est un Chinois canadien qui était Oh, pauvre, pauvre, pauvre et qui aujourd'hui est un multimillionnaire. Et il a documenté de manière pragmatique comment, pas à pas, il est arrivé justement à développer la mentalité de croissance. Et moi, j'ai je un l'aime peu. beaucoup parce que c'est pas un théoricien, c'est qu'il est, et c'est notre approche à nous. Nous, c'est ce qu'on voit au niveau des entrepreneurs, c'est ce qu'on va documenter, modéliser pour en faire un contenu de formation, par exemple. Et dans Log, c'est la même chose. Ces Wow. concepts sont tellement simples et tout. Donc, il a identifié 7 compétences qui augmentent la probabilité justement de prospérer dans la vie. Et lui, comment il les a travaillés un à un. Et c'est un peu de ça que je me suis inspirée. Même avec l'OBNL, la Pyrox, la même chose. C'est sur ces 7 compétences-là qu'on essaie de travailler avec les jeunes, justement pour leur donner plus de chances de réussir. Wow. En fait, j'ai pas lu son livre, mais j'ai entendu parler de son livre dans Les outils des géants de Tim Ferriss. Il a fait un clin d'œil à Dan Lok là-dedans. Et je me disais, je vais aller le chercher, mais maintenant que t'en parles, je vais, je vais véritablement aller le chercher pour m'en inspirer. Écoute, Lydiane, on est arrivé à la fin de notre émission Héroïne en affaires d'aujourd'hui. J'aimerais te demander si on veut parler à Lydiane, si on veut connecter avec toi, prendre tes services, où est-ce qu'on te retrouve? Et si tu as une actualité bientôt, un événement, c'est le moment d'en parler, s'il te plaît. Oui, alors en fait, il suffit d'aller sur notre site internet www.ataliaconseil.com et puis vous allez avoir nos coordonnées téléphoniques et notre adresse courriel. Juste nous écrire. Sinon, le numéro, c'est le 418-997-7172. Vous pouvez aussi nous écrire un message sur WhatsApp ou un SMS. On va le recevoir. La prochaine activité, nous allons en fait organiser un programme moi j'appelle Compass. C'est un programme de formalisation du métier de conseiller et conseillère aux entreprises ou conseillère en entrepreneuriat. Encore une fois, on est parti du terrain pour essayer de modéliser, doter toutes les compétences qui peuvent manquer à quelqu'un qui exerce déjà le métier mais qui n'a pas une attestation de reconnaissance. Alors, ce sera cela. Il faut guetter sur nos sites web parce qu'on est en train de finaliser le tunnel pour les inscriptions. Merci Lydiane. Alors, ça sera ce mot de fin. Il y a un peu de bruit autour de moi, désolée. Merci pour ton temps, Lydiane. Merci pour ce moment que j'ai apprécié. Je ferai partie de ce programme sans aucun doute parce que j'ai encore envie d'en apprendre plus et j'ai juste hâte que tu lances ce programme parce que ça fait un moment que je l'attends. Donc, c'est sûr qu'on se reparle bientôt. Merci à nos téléspectateurs pour ce moment avec nous, avec Lydiane et moi. Et à la prochaine dans notre prochain numéro de Héroïne en affaires. Bye bye. Merci Mathia. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héroïnes en affaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook et partagez votre histoire avec nous. À très bientôt dans Héroïnes en affaires. Ensemble, nous construisons un avenir inspirant. Héroïnes en affaires, inspirez-vous, agissez, réussissez.